Kalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Comment va le monde? C'est avec notre analyste maison, Jean-Marie Kassamba. Bonjour et bienvenue. Merci. Toujours avec la même force, avec la même pertinence pour analyser ce qui se passe actuellement au monde, notamment l'actualité dominée par la tenue de cette 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Tshisekedi a pris la parole hier. Est-ce que vous l'aviez suivi? C'était à minuit. Oui, je l'ai suivi parce que malgré que nous n'avons pas été mobilisés pour faire une opération spéciale pour cette adresse, parce que c'est quand même très important. Il faut des réservations satellitaires. Ensuite, il faut mobiliser les médias nationaux pour publier également, prendre le signal et faire des émissions spéciales autour de cela. Nous avons quand même fait ce travail parce que ça y va de l'intérêt de notre pays et de l'image de notre pays. J'ai suivi effectivement le président de la République et j'ai trouvé que le discours était bon, même très bon. À quel niveau déjà? D'abord au niveau de la syntaxe, il a rendu ça très bien. Ensuite au niveau du contenu. Et puis au niveau également du contexte. Il ne s'est pas gêné d'affirmer ce que nous, Congolais, nous éprouvons en ce moment vis-à-vis de la situation, non seulement de la sous-région, mais vis-à-vis de la situation internationale. Celui qui a écrit le discours, il a très bien écrit. Mais c'est un discours qu'il fallait prononcer dans ces circonstances après avoir fait beaucoup de préparations en amont. Mobilisation de la société civile, mobilisation de la presse, envoi des personnes pour faire du lobbying dans le milieu de la presse dite internationale ou dans les think tanks qui peuvent répercuter la déclaration du président congolais. Et une fois que ce discours est terminé, maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le service après-vente. Récupérer ces discours, prendre, comme nous avons pris dans quelques extraits qui sont poignants, mais aussi faire travailler les réseaux. Vous êtes président provincial de l'INPC, Kinshasa. Est-ce que, à votre niveau, au niveau de l'INPC, est-ce qu'il y a eu des réunions pour préparer un peu tout ça? Non. Je l'ai dit tout simplement, non. Je ne sais pas si c'est par méconnaissance, si par peut-être la non-appréciation de la pertinence de ce que nous pouvons apporter comme travail, etc. Moi, je ne jette la pierre à personne. J'estime tout simplement que c'est de l'intérêt national. Lorsqu'il y a des questions qui touchent le pays, il faut faire ce qu'on appelle la mobilisation nationale, le rappel des troupes et surtout une certaine dynamique. Vous savez, on dit tout sur le Rwanda, le petit Rwanda, on peut écraser, etc., etc. Mais les Rwandais, ils sont peu. Mais ils se déploient. Vous allez les retrouver dans les couloirs des Nations Unies, avant. Pendant que vous faites votre discours, ils sont en train de travailler et juste après, ils vont maintenant faire ce qu'on appelle la démarche de déconstruction de votre discours. Dénigrement, relativisation de tout ce que vous avez dit, etc. Contre-proposition. Et si vous ne faites pas un travail pour contrer tout ceci, l'action comme celle-ci, une action de grande envergure, va se diluer. Et pour preuve, regardez ce que font les Russes, on en parlait un peu plus tard. Et les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est eux qui attaquent la Russie. C'est eux qui ont installé des bases autour de la Russie. Depuis
la chute de l'URSS. Mais quand la Russie anticipe pour aller se défendre, les Occidentaux développent maintenant ce qu'on appelle la communication d'influence. Ils coupent tous les signaux de médias russes, Russia Today, Rasputin, tout ce qui est comme médias russes, on coupe. On ne veut pas que le monde écoute le point de vue de Russes par rapport à la situation. Seulement le point de vue des Occidentaux, ça oui. C'est bien analysé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Rwandais font? Parce qu'ils sont coachés par les Occidentaux, ils montrent, nous sommes petit pays, attention, les FDLR sont au Congo. Ils rappellent les génocides de 94, oui, ça pèse sur la conscience. C'est les chiffons rouges, comme les Juifs. Les Juifs ont été exterminés en 1945, mais le discours contre l'antisémitisme, c'est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous niez même qu'il y a eu des massacres des Juifs, etc., on appelle ça du révisionnisme, et c'est passible des sanctions. C'est même légiféré en Occident. Vous niez, vous êtes poursuivis en justice. Et les Rwandais sont dans cette perspective. Alors nous, Congolais, après avoir fait ce discours, qu'est-ce que nous développons comme stratégie? Le seul fait d'être grand ne suffit pas. Le seul fait que le nôtre meure ne suffit pas. Le seul fait qu'on nous pille, ça ne suffit pas. Il faut de l'organisation en interne. Avant de parler stratégie, une certaine opinion pense que ce discours a été un tout petit peu retouché, modifié après la sortie d'Antonio Guterres. Vous l'avez aussi suivi comme nous. Absolument. Qui désarme un peu et qui dit voilà, nous sommes pas assez forts. La MONUSCO n'a pas d'armes, M23, bon, armes sophistiquées. La provenance, ça, il ne sait pas lui aussi, même s'il est SG de l'ONU. Vous croyez que ça a été modifié entre les lignes pour s'adapter? Vous savez, le président Tshisekedi, il a cette qualité, c'est de s'adapter aux émotions. Quand il y a les émotions ambiantes, il essaie d'aller dans le sens de ce que pense l'opinion. Quand ils étaient ensemble avec les FCC, il y avait une certaine presse, ou plutôt certaines opinions, qu'il faisait croire qu'il était victime, qu'il faisait croire que c'était contre-productif, qu'il faisait croire qu'il faut absolument casser ces mariages. Et malheureusement, il a écouté cette opinion-là. Vous vous rappelez de l'Américain Cohen, qui avait même donné une date. Il avait dit, 1 an, vous allez voir, à mon jeune frère journaliste qui était à la BBC à l'époque. Marius, je crois. Marius Munga, oui. Tout à fait. Je vous donne 1 an, on va tout faire pour casser cette affaire. Mais au lieu que les Congolais comprennent qu'ils étaient ensemble pour travailler ensemble, pour consolider ce que les autres avaient fait comme travail, Joseph Kabila, même avant, parce que Joseph Kabila avait rassemblé également les Mobutistes, etc. Les Occidentaux ont dit non, il faut casser ça. Parce que les nègres ne peuvent pas se mettre ensemble, il faut casser. Et le président a fait un discours de 6 minutes, rappelez-vous, pour dire voilà, ben, je vais casser tout ça, on va repartir à zéro, etc. Et les gens applaudissaient à la cité comme si c'était une finale, la Coupe du Monde gagnée par les Léopards. Malheureusement. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, certains pensent que le mariage entre les Congolais pour se consolider, pour aller de l'avant, c'est mauvais. Et donc, ce discours, il a été effectivement adapté par rapport à la chute de Bunagana, par rapport au discours notamment de Guterres, parce que vous savez que la réunion d'évaluation qui était demandée, Patrick Muyaya l'avait dit dans une conférence de presse, la mission de la MONUSCO, etc., a été renvoyée. Il dit non, on va d'abord aux Nations Unies, on va dire notre vérité, et ils vont comprendre, et puis on va se faire cette évaluation quand on va revenir de là. Lui, il était très en colère, etc., etc. Mais on ne peut pas fonctionner en suivant une certaine opinion. On doit fonctionner d'une manière stratégique. Court, moyen et long terme. Pourquoi? Eh bien parce que c'est dont il est question ici, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Burundi ou le Kenya. Parce que les gens pensent que notre agresseur, c'est seulement le Rwanda. Faux. Le Kenya, aujourd'hui, qui
qui est en train de contrôler le secteur bancaire en RDC? Ah, mais c'est les Kenyans alors, évidemment. Vous pensez qu'un pays peut fonctionner avec le contrôle du secteur financier par un autre pays voisin? L'Ouganda, on s'est marié avec l'Ouganda. On a même ouvert nos frontières aux soldats ougandais qui sont venus chez nous, qui ont regardé dans la sous-région comment nos troupes fonctionnent, notre logistique. Et qui continuent parce qu'ils sont là. Ils sont là, ça a été prolongé, je ne sais pas pour combien de jours. Guterres vous dit, vous devez négocier avec les Ougandais. On oublie que, vous avez reçu ici Jean-Pierre Moutanda, les M23, quand ils ont été défaits, ils ont fui vers où? L'Ouganda. Les négociations avec notre pays étaient faites avec qui? L'Ouganda. Raymond Tchibanda partait à Kampala. Quand Joseph Kabila a chassé le M23 ici, pour que le M23 quitte d'ailleurs Goma, c'est la réunion de Kampala. Kabila fait la déclaration à l'aéroport ici, il est parti à Kampala au moment où les troupes étaient à Goma. Il a tonné, il a donné l'ultimatum, 48 heures, ils ont été chassés avec de la stratégie, etc. Demandez au général Olenga, il va vous dire quelque chose. Et donc, et le Rwanda, et l'Ouganda, et les Kenyans, en y ajoutant l'Angola. L'Angola nous siphonne notre pétrole ici. Ah oui, qui profite de la situation. Hein, oui, bien évidemment. L'Angola est venu ici, on a laissé l'Angola survoler notre capitale ici avec ses avions. Mais on oublie que les Congolais qui nous suivent en ce moment, qui sont en Angola, ils sont chassés tous les jours par les Angolais. On oublie mais pourquoi finalement personne ne nous respecte? C'est ça, c'est la grande question. Mais c'est parce que... Pourquoi personne ne nous respecte? On a l'impression que le Congo est seul contre tous, même les voisins les plus proches. Non, mais pas... Vous parlez Angola, mais même les Congo-Brazzaville ici jouent pas franc jeu, franchement. Jouent pas franc jeu. Mais si tu bien... Rappelez-vous Maloko là-bas, de l'autre côté de la rive, des terres données pour les champs, mais vous connaissez, vous n'êtes pas un enfant de cœur, donc vous comprenez ce que c'est pas. Mais c'est Tibin Koufoua. Vous allez vous poser la même question, pourquoi la Russie, il y a tous ces gens contre la Russie? Parce que la Russie a toutes les richesses inimaginables. Le pétrole, le gaz, le diamant, le cobalt. Nous sommes comme la Russie. La Russie a tout ça. Et parce qu'en plus, dans la Baltique, là-bas, au pôle Nord, là où il y a la glace, on a encore découvert suffisamment de richesses là-bas aussi. Et comme nous vivons dans un monde de prédation, les Blancs, les Occidentaux ont toujours cette culture d'aller prendre chez les autres pour venir construire chez eux. Ils ont dit, ah mais la Russie a tout ça. Pour elle toute seule. Il faut partitionner tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez que les Russes sont en train de se battre. Vous voyez c'est que Poutine a expliqué la théorie de l'ours. Pour ceux qui nous suivent, ils doivent suivre cette théorie de l'ours. On vient, on caresse l'ours. Si l'ours baisse la garde, on tape dessus, on lui enlève même les dents, et l'ours n'a plus à se défendre. C'est nous sommes dans cette culture-là. C'est-à-dire nous sommes la Russie de l'Afrique. Nous avons toutes les richesses. Le pays de la sous-région veulent prendre nos richesses. Et si nous ne prenons pas des précautions pour conserver, protéger nos richesses, on nous attaquera toujours. C'est pour ça qu'on dit la Russie c'est une dictature. Parce que la Russie essaie de protéger d'abord son patrimoine en s'équipant militairement, en évitant toutes les distractions Et c'est se défendre surtout. Oui, toutes les distractions des ONG, de presse libre, de transparence, je ne sais pas dans quoi, comme la Chine. Qui va blaguer avec la Chine aujourd'hui? Personne. Qui peut aller blaguer avec l'Afrique du Sud? Monsieur, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a failli être une puissance nucléaire. On a tout fait pour enlever. Mais militairement, l'Afrique du Sud est super équipée. Il y a beaucoup de richesses en Afrique du Sud, y compris les diamants industriels. Qui va oser? Personne. Nous devons. Qui va aujourd'hui attaquer l'Algérie? Personne. Alors,
Un discours comme celui-ci, c'est un bon discours, on va dire sur le plan de... Oui, vous l'avez dit, c'est un bon Vert. discours. Mais il est dit où, monsieur? Il est dit à l'Assemblée générale. Je vais vous poser la question d'un internaute. On a eu ça dans Escale sur la toile. Oui. Il a dit beau discours. Là, tous on est d'accord. Hein? Oui. Beau discours, bien fait. Et après, c'est ça la grande question. Et après, maintenant. Oui, mais c'est et la- après. Et après, c'est ça la question et à laquelle je dois répondre maintenant. Si on est conséquent avec soi-même, ça c'est la phase émergée, visible. Le vrai travail à faire, M. Tchibi Nkoufwa, c'est sur deux plans. Le premier plan, il est le plan politique. À l'interne. En interne, au retour des Nations Unies, Félix Tshisekedi consulte Nakuzu, comme on dit chez nous. Il appelle Joseph Kabila, il appelle Fayoulou, il appelle Katumbi, il appelle Nakuzu. Il dit, si on ne fait rien, notre pays va partir. Bunagana est occupé, mais c'est rien Bunagana par rapport à la dynamique qui est mise en place, parce que il suffit que nous, on attaque, je vous le dis, M. Tchibi Nkoufwa, qu'on attaque à peine le Rwanda, vous allez entendre des condamnations du monde entier. Le petit Rwanda a été attaqué, c'est un pays qui a connu le génocide, c'est pas possible. Surtout si vous touchez même une poule. Oui. Pas même une poule. Et le Rwanda Ils vont en faire tout un plat. va user ce qu'on appelle le droit de poursuite et de sauvegarde. Ils vont lui donner toutes les armes, comme ils sont en train de donner en ce moment à l'Ukraine. Non, le Rwanda, dans sa légitimité de se protéger, veut une zone tampon. Cette zone tampon, ça va aller jusqu'à ce que Goma soit dans cette zone tampon. On va dire, voilà, 200 km de rayons pour se séparer avec la RDC. Et vous allez voir que les Nations Unies vont se positionner là. Force d'interposition. Comme ils sont au Liban, entre le Liban et Israël. Comme ils sont en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je peux vous citer plein de pays comme ça. Comme ils sont entre le Maroc et Saoudi démocratique. Et ça va durer des années comme ça. Et le Rwanda va utiliser tous ces coins-là pour dire, voilà, ce sont d'ailleurs nos ressortissants qui ont été brimés par les méchants Congolais. On va développer ces coins-là avec les richesses de ce coin-là. Et la balkanisation dont on parle sera consacrée. Est-ce qu'on n'y est pas déjà, pas tous ceux qui viennent chez nous, on a connu Blinken et l'autre ici, secrétaire de Biden, ou qui sont dans les partis, vous avez suivi Antonio Guterres, Obasanjo est venu, personne, en tout cas, alors personne ne prend position pour la RDC. On s'est dit, est-ce qu'on n'est pas en train de prêcher dans le désert? Est-ce qu'on est en train de râler dans les vides? J'étais en train de vous donner. Est-ce qu'on n'est pas déjà pied réponse... dedans, balkanisation? Ceux qui sont à Bunagana, je ne sais pas si vous avez des infos, consomment déjà la monnaie rwandaise ou même ougandaise. Le franc congolais n'a plus du tout des valeurs là-bas. Les biscuits arrivent, les cahiers et tout. Et même les appels lancés aux investisseurs par ces fameux M23. Est-ce qu'on n'est pas déjà un pied dedans? Monsieur Tchibi Nkoufwa, je vous avais dit la fois passée que à l'époque de Joseph Kabila, les Rwandais nous attaquaient masqués. Ils nous ont attaqués avec CNDP à l'époque. De Laurent Kunda? Bien avant, c'était le RCD. On prenait les Zaïdi Ngoma, les Lundabululu, tout ça, on les mettait devant. Pour tromper juste la vigilance. Oui, tromper la vigilance. On dit non, c'est une affaire congolaise. Et puis voilà. Plus on avançait, plus ils se mettaient à découvert. Leurs soldats, soit volaient nos propres tenues, soit ils se cachaient devant les commandants qui portaient de nos Congolais pour nous attaquer. Aujourd'hui, les Occidentaux ont autorisé aux Rwandais que leurs troupes régulières, Tshisekedi l'a dit, entrent sur notre territoire avec leurs armes, leurs uniformes, leurs chars, leurs artilleries lourdes, au vu, au su de tout le monde, sans condamnation. Les satellites les voient.
Les drones les voient. Et on en a même arrêté. Oui, c'est que... On les a arrêtés, ces militaires, par la population. L'Angola, avec les Kenyans, ils ont même négocié qu'on retourne ces militaires rwandais arrêtés chez nous. On a même arrêté certains qu'on a mis en prison chez nous, à Beni. On est venu, on a cassé la prison. Est-ce qu'on a un service d'infiltration chez nous pour être dans tous ces milieux où se négocie tout ce qui se passe contre nous? Parce qu'apparemment, il y a tout un cartel hein, qui nous échappe tous, franchement, où tout se négocie. Mais j'étais en train de vous dire... En plein jour, vous voyez, le président kenyan vous salue et vous sourit, mais quelque part, il fait partie de ces cartels. Quand vous voyez la précipitation, la rapidité avec laquelle on a renvoyé ces militaires, vous vous dites, mais est-ce qu'ils ne font pas partie aussi de ces cartels invisibles? Je vous ai parlé, monsieur, des intérêts objectifs. Intérêt objectif, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces pays sont des pays pauvres. Ils doivent leur développement aux richesses de la RDC. Le Kenya n'a que le tourisme. Citez-moi une seule richesse du Kenya qui peut valoir ce que nous sommes. Mais le Kenya se veut le hub de tous les vols sous-régionaux, de toutes les conférences, par exemple, qui peuvent se faire. C'est pour ça que le Kenya se déploie maintenant avec le système bancaire pour capter les flux financiers de la sous-région. L'Angola n'a que le pétrole, un peu le diamant. Mais l'Angola a besoin du territoire aussi. Le Cabinda est toujours sous contrôle, mi-figue, mi-raisin, des rebelles. Les Rwandais n'en parlons pas, les petits Burundis n'en parlons pas. Et donc, vous m'avez posé la question, et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Mobiliser en interne pour consolider nos bases, éviter et laisser ces manières de règlement des comptes inutiles. Chasse aux gens de Kabila, chasse aux gens de telle ou telle province, récupérer des petites maisons. C'est inutile. Avec Kilolo, c'est une question, l'enfant de Mobutu, un de ses enfants. Oui. Râler, tout ça, sa maison a été confisquée. Oui. Alors que ça date de 1972 ou quoi, c'est pas. Je vous dis, ça c'est de la distraction, excusez-moi du terme, de petites gens qui voient les intérêts de la RDC au contrôle des périmètres immédiats. Parce que si aujourd'hui le pays se balkanise, vous allez avoir quoi? Kinshasa? Et à Kinshasa, il n'y a rien, il n'y a que du sable. La carte de la RDC, si vous la voyez, monsieur, la RDC utile est à l'est. J'ai vu Kokonyang avec vous sur ce plateau, il a bien dessiné tout ça. La RDC utile, c'est aux frontières de l'est jusqu'au Katanga. Tout le reste, le Bandundu, une grande partie du Kasaï, toute la partie ici, Kinshasa principalement, où il y a la capitale, il n'y a rien. Et tous ces gens se battent pour la RDC utile. Alors vous, quand vous êtes ici à Kinshasa, vous pensez que vous avez le pouvoir, vous n'avez rien du tout. Parce qu'on vous prend la RDC utile, vous devenez rien. Le budget là qui est aujourd'hui de 4 milliards, il va devenir à 1 milliard. Goma va être le hub économique, financier. On va utiliser le lac Kivu pour maintenant pomper le gaz facilement, le poisson facilement, et on n'aura rien du tout. C'est pour ça qu'en interne ici, monsieur, on doit arrêter avec cette politique de règlement des comptes inutile. Deuxièmement, on doit identifier qui des Congolais est compétent pour faire le travail. Oubliez d'abord cette affaire de quotas, partis politiques. Qui est des Congolais compétents, chacun dans son domaine, pour s'occuper des intérêts de la République démocratique du Congo, sur le plan militaire, sur le plan médiatique, sur le plan du lobbying, sur le plan, je veux dire, de la compréhension géologique de nos richesses, mais surtout des grands professeurs d'université de politique internationale qui maîtrisent le droit. Et pour ça, il faut des think tanks. Nous avons le chest ici. Moi, je suis formé au chest ici. Nous apprenons que ces histoires-là.
Est-ce que vous êtes vraiment consulté en Non, monsieur. Pour dire, monsieur, voilà, une Non, réunion avec monsieur. les anciens? Chaque année, on sort des diplômés de Chest. Il n'y a pas à côté, comme d'ailleurs, il y a dans tous les pays du monde que vous voyez ici, des instituts de recherche, des centres de réflexion, des prospectives, qui réfléchissent à la place des dirigeants. Et ils sont financés pour ça. Il faut, vous m'avez posé la question, le discours c'est bien, et après on fait quoi? Et on doit renforcer maintenant, très rapidement, nos services d'intelligence, l'ANR, intérieur, extérieur, la DEMIAP, services spéciaux. Ces gens-là, il faut leur donner de l'argent. Est-ce que la ceinture du chef de l'État, parce que vous parlez services d'intelligence, qui alimente à tout moment des conflits en interne, à la maison, pour des positionnements, est-ce qu'ils ne rendent pas mauvais service à Tshisekedi? Ils rendent de très mauvais service. Parce qu'on a vu d'autres procès et tout, tel a fait ceci, maintenant, ce coup d'État et autres, mais à la fin, on sent que c'était juste... mais ils rendent un très mauvais service au président. Pourquoi? Parce que, regardez maintenant, le président, il est tout seul aux Nations Unies. Il parle devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui n'est qu'une tribune des discours. Les vraies décisions, ce n'est pas là. Les vraies décisions, c'est au Conseil de sécurité. C'est les 5 membres permanents. Et dans les 5 membres permanents, il y a même 3 membres qui comptent. Et pour entrer dans ces conseils de sécurité des Nations Unies, il faut infiltrer vos gens là-bas. La Maman Bintou ici, ou des gens, Maman Bintou, elle ne peut rien faire, Maman Bintou. Pourquoi? Parce qu'elle est représentante du secrétaire général des Nations Unies. Elle ne fait que le travail de secrétariat. Ceux qui viennent constater les méfaits, les violations, les machins, c'est les gens qui viennent des Nations Unies, on les appelle des inspecteurs. Et ils viennent, ils font un peu une petite balade, ils pondent des rapports, ils vont mettre ces rapports à la disposition de ces conseils de sécurité. Et comme au niveau du conseil de sécurité, ceux qui décident en premier, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui financent pour 2/3 le budget des Nations Unies. Mais ils regardent leurs intérêts stratégiques, surtout face à la Russie, face à la Chine. Ils disent, bon, les Nations Unies, là, au Congo, on a mis combien d'argent? Trump avait déjà coupé ça. Trump. Pouf, il a coupé. Il dit, oh, le MONUSCO, là, il a coupé. C'est pour ça que vous avez vu que... Avec lui, nous étions plus ou moins oui, mais calmes, parce que lui était réaliste. Les démocrates ont ramené tout ça à la surface. Pourquoi? Rapidement, parce que d'ailleurs. Les démocrates, ils sont filous, les démocrates. Ils sont dans les affaires. Voilà. Ils sont dans les affaires. Et comme votre ami qui était ici, comment vous l'appelez, Hammer, qui était de l'Africom. Qui nous a menti ici, Congo, dire si is back, alors qu'il savait ce qu'il faisait. Je le disais. Il est allé jusqu'à Minembwe, Trump. Je le disais, les gens me disaient, oui, monsieur Jean-Marie, pourquoi il critique? Nous sommes aujourd'hui dans un partenariat stratégique, etc. Mais pourquoi notre président n'est pas allé à Londres? C'est parce que les anglo-saxons ont montré tous leur amour pour Kagame. Moi, j'aurais voulu qu'il soit à Londres. J'ai même vu Kagame aux côtés du nouveau roi Charles. Bien sûr. Mais le fils de Charles est à Kigali. Il s'occupe des parcs. Le fils de Charles. Et Kagame leur a expliqué, mais vous les Anglais, avec laquelle il a signé les partenariats pour envoyer des rebelles ici, il faut plutôt les terroristes ici pour nous renforcer ces armées, pour nous attaquer. Eh bien, le président devait aller là-bas, mais accompagné par nos diplomates, des gens pour faire de l'influence, etc. Il a envoyé Mbosso. Là, Mbosso, il était dans le bus, et puis là, avec tous ces gens qui étaient là, Mbosso, avec qui il est parti. Alors. Et donc, troisième réponse à votre question, et après on fait quoi? Je vous ai parlé de la partie politique, sur le plan politique, je vous ai parlé sur le plan organisationnel, identification des ressources humaines. Troisièmement, il faut acheter beaucoup d'armes. Mais nous sommes sous, bon, pas embargo, mais sous surveillance. Mais il a dit, le président. Il faut la traçabilité, tout ça, les documents et tout. C'est assez complexe. Il a dit, on ne va pas nous l'accorder. Pourquoi? Parce que si on monte en puissance, on va écraser les Rwandais le plus facilement possible. Est-ce que vous pensez que les armes qu'on donne à l'Ukraine aujourd'hui, il y a la traçabilité?
Non, là c'est loin, mais les armes, l'armement là vanté par Guterres ou même Bintou, Oui. de M23, Oui. ça a été retracé par qui? Personne. Joseph Kabila s'équipait d'une manière stratégique. Et j'étais là en 2010 lorsqu'il y a eu le défilé militaire boulevard Triomphal. Gagamé, les Sassou, tout le monde était là. Ils étaient éberlués en voyant l'arsenal de la RDC. Mais aujourd'hui, on est vraiment descendu plus bas. Nous sommes presque à 14 ou 15e. Logistiquement, on a des soucis. Au niveau des troupes, j'ai entendu même quelqu'un dire on doit rajeunir l'armée et même certains officiers, etc. Il faut le mettre à la retraite. Enfin, c'est des choses qu'on fait d'une manière stratégique. On met ceux qui ont déjà donné le maître de l'homme à côté, qu'on peut rappeler à tout moment, réquisitionner à tout moment, comme la Russie est en train de se faire en ce moment. Former des jeunes brigades, des commandos comme Mamadou Ndala, comme ça a été fait, les redéployer. Parce que le troisième pilier à faire pour sécuriser nos richesses qui sont là-bas, c'est déployer là-bas des bases militaires. Bases militaires Sud Kivu, bases militaires Nord Kivu, bases militaires à l'entour, des vraies bases. Ce n'est pas des camps, des vraies bases équipées avec aéroports, avec des dépôts de munitions, avec des carburants, avec tout. En ayant un contrôle aérien, avec des hélicoptères qui circulent le long des frontières, baliser tous les lacs Kivu. On ne jouerait pas de nous. Donc, si ce travail n'est pas fait, tel que vous venez de dire là, au niveau des Nations Unies, on ne peut rien espérer. Parce que... Mais les Nations Unies, monsieur, ça n'existe pas en termes, ce que vous appelez la communauté internationale. Ce qui existe, c'est le rapport de force et de puissance. Ce sont les intérêts des pays. On appelle ça la souveraineté. L'autonomie des pays. C'est la succession des autonomies des pays qui fait que, dans ces rapports de force, vous allez vous respecter ou vous dominer. Chaque pays doit se consolider pour affirmer son existence. C'est pour ça que vous voyez que De Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, la France a été défaite. De Gaulle a dit, votre machin là, l'ONU là, restez un peu calme. Moi, je dois renforcer la France. Une dernière question avant de retourner au pays. Si certaines opinions pensent qu'il fallait carrément dire aux Nations Unies que la RDC va se tourner vers la Russie. Qu'est-ce que nous risquons en faisant une telle déclaration? Pour dire maintenant, monsieur, nous sommes déçus. Voilà, nous allons faire des yeux doux aux Russes. Mais la déclaration seule ne suffit pas. C'est pas parce que vous dites que nous sommes maintenant avec les Russes que ça va aller comme une lettre à la poste et qu'on va vous consolider, etc. Bien au contraire, ça c'est, vous allez même vous jeter entre les Américains vont trouver des raisons objectives. On a dit à Lumumba qu'il était communiste alors qu'il n'avait jamais affiché son appartenance à la Russie. Lumumba faisait le tour du monde pour chercher des armes parce qu'on était agressés chez nous. Les seuls faits qui soient partis demander seulement aux Russes, parce qu'ils font partie de la communauté internationale, il a été taxé par les Américains de communistes. Et vous savez que c'est les troupes ghanéennes qu'on a envoyées encercler la résidence de Lumumba ici, sur le boulevard du 30 juin. Lumumba a fui de chez lui, alors qu'il y avait des troupes des Nations Unies autour de sa maison. Il est parti dans les Bandoudou. Quand il a été identifié là-bas, c'est l'avion de l'ONUC qui est parti chercher Lumumba pour le ramener ici. On l'a mis à Tisville en prison et il est parti mourir au Katanga. Et donc, les Nations Unies, en réalité les Américains, lorsque vous dites que désormais, moi je fais partie dans les camps de Russes, surtout pas en ce moment, alors là on va déployer tout, on va vous achever. Et Félix Tshisekedi ne peut jamais dire ça. D'ailleurs, c'est contre-productif à court terme. Le Malien, qui avait déjà les Russes depuis 2 ans, ils ont toujours nié.
qu'il n'y avait pas Wagner là-bas, qu'il n'y avait pas d'armes là-bas. C'est quand ils ont tout structuré. Donc vous pouvez faire des accords avec n'importe qui, sauf les Russes. Mais oui, mais parce que les Russes, c'est une grande puissance militaire et ils ont de velléités, on va dire, expansionnistes. Au même titre que la Chine, au même titre que les Américains, au même titre que l'Union européenne un peu accessoirement. Mais donc, il ne faut pas se déclarer comme ça. Il faut seulement s'organiser, faire. Quand les gens vont constater sur le terrain que vous êtes déjà structuré, que vous avez des armes qu'ils n'ont jamais compris, et que vous... comment il fait? Ils ont même des services de renseignement. Non, il s'équipe pas. Mais ne dites jamais, non, allez. C'est comme si vous avez une femme dans la maison, la femme est encore chez vous. Vous dites non, madame, à partir de la semaine prochaine, je vais épouser telle madame. Mais elle va vous empoisonner facilement. Tout à fait, Jean-Marie. Alors nous revenons au pays. Cette affaire aussi, bonne chance en tout cas au président Tshisekedi, surtout cette cohésion à l'interne. Qu'au retour... C'est très important pour sauver la nation. La nation est en danger, c'est très important. Déjà avec une partie entre les mains des Rwandais, est-ce que c'est ça les termes? C'est pas vraiment intéressant. Alors au pays, cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, la semaine dernière, on a vu les conseillers stratégiques du chef de l'État, n'est-ce pas, vendre son pays pour le vendre avec des rétrocommissions, 20%, des millions. Il a tout dit, lui en tout cas, dans des termes beaucoup plus clairs. Il a même donné le mode opératoire, comment ça se passe. Paradis fiscaux, les noms, c'était grand et tout. Ça a été tout dit dans 5 minutes, franchement. Alors que parfois l'IGF met plusieurs années avant de découvrir tout ça. Est-ce que vous les voyez répondre aujourd'hui? Et même s'ils répondaient, est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que ça peut changer la donne dans la cour du roi? Excusez-moi, je vais être un peu brutal. Ça n'a aucune espèce d'importance vu les enjeux. Pourquoi? Parce que un pays, ça se gère avec des textes, avec un casting, et puis avec des perspectives en termes d'attente. Ce qu'on appelle je planifie, j'escompte des résultats, et quand je n'ai pas le bon résultat, je rectifie le tir. On ne recrute pas les gens parce qu'on les aime. On ne recrute pas les gens parce qu'on a cheminé ensemble ou parce qu'on a de la sympathie. Moi, je vais saluer la première rencontre entre le président Tshisekedi et sa propre famille biologique, où il avait dit « Je suis désormais président de la République, je vous interdis de toucher aux affaires de l'État, de faire du trafic d'influence, de polluer la République parce que je suis maintenant pour l'intérêt général. » Il y a un écart entre ce discours et ce que nous constatons. Et les constats. Oui. Et le fait que vous avez évoqué, c'est aujourd'hui même mercredi d'ailleurs, où le monsieur sera entendu, moi je ne pense pas qu'il est encore là. Peut-être, c'est à vérifier s'il est encore là, et quand bien même il sera là. En réalité, si vous prenez du point de vue du droit cette vidéo, où est le plaignant? En face de lui, il y avait quelle personne? Où est l'objet du délit? C'est une déclaration. Ah non, mais il est en train de s'adonner à cœur joie oui, aux pratiques oui, punies par la loi. Oui, mais concrètement, vous ne pouvez pas aujourd'hui vendre votre pays pour des rétrocommissions aux aventuriers et tout. C'était même des pseudo-investisseurs. Oui, c'est un discours. C'était un piège. C'est un discours. En droit, il faut qu'il y ait l'infraction, la consommation, on va dire, du délit. Enfin, je ne suis pas juriste, mais pratiquement, c'est un peu léger. Mais moi, je parle du principe. Il peut être condamné sur la base du principe. Le principe de préméditation de vol, le principe d'insulte, le principe d'atteinte à la dignité, à l'honneur, etc., etc. Il y a beaucoup de principes autour de cela. Mais il faut analyser les choses dans leur contexte. Qui ne fait pas ça?
Oui, c'est la question. Est-ce qu'il n'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder les rails? Mais bien évidemment, et parce que d'autres gouttes ont carrément rempli le verre. Mais, excusez-moi du terme, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi c'est l'arbre qui cache la forêt? Parce que parcourez les hôtels ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, vous allez trouver des investisseurs qui attendent des mois et des mois pour être reçus, pour que leurs dossiers aboutissent. Moi, je vais règlement à l'étranger. Nos propres compatriotes qui étaient exaltés de revenir au pays faire des affaires. Beaucoup sont venus. Ils sont restés 2 mois, 3 mois, 6 mois. On leur demande de rétrocommission, on leur demande de l'argent avant même que ça commence. J'ai croisé un autre à Tchangou qui a fouillé Gombe parce qu'il a été complètement dépouillé, il n'a plus de sous. Mais bien sûr. Il attend toujours l'audience. On ne sait donc, pas quand. Je vous dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est même la honte qu'on puisse exposer tout ceci. On devrait même cacher tout ceci. Parce que ça va, si le monsieur parle, il dit voilà, vous voulez qu'on parle maintenant? Voilà, je ne suis pas seul. X fait ça, Y fait ça, X a déjà fait ça. Où est-ce qu'on va en finir? Je pense que, c'est pour ça que je vous dis au début, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important aujourd'hui, ce sont les intérêts de notre pays. Est-ce que, avant de parler d'intérêt, est-ce que ceux qui dénonçaient ça, notamment ceux qui sont aujourd'hui poursuivis, notamment Kabound et autres, même Fayoulou, il y en a, en tout cas, ils sont les gens qui, à longueur de journée, dénoncent un peu tout ça. Est-ce que finalement, ça ne vient pas donner raison à ces gens? Mais quand Kabound parlait, Kabound disait que je vous dis des choses que j'ai vécues moi-même. Parce que j'étais vice-président de l'Assemblée nationale, j'ai touché cet argent, on me donnait cet argent, etc. Voilà. On a dit que c'était un illuminé. Quand Sessang a dit, moi je suis député, je suis dedans, il y a ces extravagances. Quand Fayoulou dit, moi je suis député, j'ai mes députés aussi qui sont là-bas. On dit que c'était un illuminé. Mais le ministre en fonction, il s'appelle José Panda. En venant, il était avec le président au Kassai. Il a dit, autour du chef, nous sommes beaucoup de voleurs au-dessus du chef. C'est ministre en fonction. On ne l'a jamais arrêté, on ne l'a jamais insulté. Il a dit. Vous voulez qu'il soit aussi interpellé pour clarifier un peu? Non, mais il a dit. Moi, j'étais avec lui. Je lui ai dit, un peu ça. Pourquoi tu as été aussi direct comme ça? Je lui ai dit, mais ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Et donc, moi, je pense que on devrait... Il a promis les balais, mais ça traîne. Est-ce que... Mais ça traîne parce qu'il y a plus de gens, qui sont dans ces genres de manœuvres. Donc, on ne sait pas finalement balayer toute la cour. On va faire comment? On va balayer tout... On ne peut pas. Il faut plutôt passer par un casting correctionnel et surtout miser sur les intelligences, l'expertise, sans passion, sans exclusion. Parce que si vous regardez même les mises en place qu'on fait dans les entreprises, maintenant, on a enlevé dans beaucoup d'entreprises des gens qui donnaient des résultats. Ah mais, je ne vous l'ai dit pas, mais j'étais à une cérémonie de remise reprise. Moi, je plairais. Je plairais parce que quand on voyait les bilans du monsieur qui était là, même s'il a assumé un intérim, ce qu'il a fait, notamment aussi grâce à l'encadrement de l'IGF, vous dites, mais pourquoi ce monsieur doit être écarté? Je vous dis, on enlève pourquoi les il doit gens... être écarté pour placer un novice qui vient apprendre les métiers ou au nom d'un parti politique, au nom d'une recommandation? Pourquoi est-ce qu'on doit écarter un tel monsieur qui a fait des exploits? C'est pour ça que je vous pose cette question, monsieur Tchibunkoufwa. Est-ce que nous savons ce que nous voulons? Est-ce que nous nous posons des vraies questions? Ce Congo sera fort avec qui? On a mis des gens dans des entreprises, vous avez les cas de Congo Airways aujourd'hui en difficulté, oui. On a placé des gens à la RVA, vous connaissez la suite. Donc il y a tout ceci, il y a un sérieux problème des castings. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous partez même... Allez, je vous donne un exemple simple, sur le plan sécuritaire. Le maréchal Mobutu avait formé énormément de gens de qualité. Renseignement, contre-espionnage. Quand Joseph Kabila est arrivé, il a récupéré des gens comme les François Beya,
énormément de gens. Je ne citerai pas ici parce que ce sont du domaine de la sécurité. Mais depuis quelques temps, qu'est-ce qu'on a fait? Tabula rasa. Beaucoup de ces officiers, beaucoup de ces directeurs en renseignement, beaucoup de ces gens bien formés, ils sont à la maison. Et les gens faisaient même des tintamarres dans des médias pour dire pourquoi il doit travailler François Beya, pourquoi lui. Mais pourquoi je vous lui. dis, ces gens-là sont à la mais maison. On ne prend pas un novice et on les place à la sécurité du chef. Quelqu'un qui ne J'ai connaît dit, pas la sous-région. ces gens-là sont à la maison. Certains sont en train de nous suivre en ce moment. Alors, vous voulez qu'on soit pertinent sur le plan économique, pertinent sur le plan sécuritaire, pertinent sur le plan militaire, pertinent sur le plan du management. Et vous prenez des gens qui sont compétents, expérimentés. Vous les mettez de côté, vous voulez quel résultat? C'est pour ça que j'ai dit, il n'est jamais trop tard. Nous allons terminer avec cette question. Est-ce que Pour mieux faire, il n'est jamais trop tard pour rectifier les tirs. Est-ce qu'avec tout ça, on ne vend pas finalement une image négative de notre pays à l'extérieur? Même si c'est vrai, tout le temps nous avons cette main tendue, nous pensons toujours dans notre subconscient que les saluts viendraient de ces gens. Mais est-ce qu'en même temps, on n'envoie pas un signal négatif? Est-ce que vous connaissez un seul pays qui s'est développé avec l'extérieur? Non, impossible. Moi, je suis souvent choqué quand je vois une ambassade offrir des rames de papier à une administration. Et on filme. 3 imprimantes. Et vous voyez, le ministre lui-même, il se déplace. Il dit, nous saluons la coopération. Ils ont toujours des termes superlatifs avec tel pays. On vous a donné combien? On nous a donné 30 cartons de papier duplicateur avec 12 bancs. Et pendant la Covid ici, j'ai vu ici sur ce plateau, l'ambassadeur des États-Unis, plus le monsieur du l'USAID, plus le représentant de la Grande-Bretagne, pour venir nous donner des masques. Des masques. Ça fait rire, mais ça fait mal au cœur, en fait. Et donc, l'image dont vous parlez, la mauvaise image, c'est nous-mêmes qui devons fabriquer la bonne image. C'est nous-mêmes qui devons, à un moment donné, comme disait mon père, nous énerver contre la médiocrité et la misère. Parce que si vous êtes énervé contre la médiocrité, vous dites, moi, je ne peux pas être sale. Vous allez vous réveiller tôt, vous allez balayer chez vous et vous allez laver vos habits pour être propre. Si vous vous énervez contre la pauvreté, vous allez dire, moi, je vais travailler dur pour donner à manger à mes enfants, pour que moi-même, je sois bien, pour qu'on ne se moque pas de moi. Lorsque nous sommes là, en train d'attendre que des ONG qui lèvent le fonds là-bas chez eux, sur le dos de notre misère, et ils viennent nous distribuer 1/10 de ce qu'ils ont levé en notre nom, on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis aussi en même temps les minéraux, parce que c'est toujours... plus de minéraux. L'ensemble des cartels, ils se connaissent entre eux. Hein, est-ce que vous êtes jamais posé la question, pourquoi toutes les ONG vont toujours à l'Est? Et pourtant, il y a aussi des malnutris au centre. Hein. Mais allez à Goma, allez au centre, Chabunda, partout, vous allez voir des jeeps et des jeeps qui circulent, des ONG, vous posez la question, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Oh, l'aide aux femmes des machins, l'aide de... Mais en réalité, ils font du renseignement. Ils sont dans le mining, ils sont dans le trafic d'influence. Regardez qu'on nous a transposé la violence juste dans le Bandundu, où il n'y avait rien. Tout ça, c'est pour distraire, affaiblir l'État. Ça sera d'ailleurs notre prochain sujet qu'on pourrait décortiquer sur ces plateaux. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour toutes ces explications, pour surtout la pertinence. Ça sera coupé et suivi par nos internautes qui sont très heureux de vos interventions. Merci en tout cas. Merci et à la prochaine. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Je vous retrouve mercredi prochain, même heure, même plateau, même antenne, même plaisir. Au revoir.